Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou mais dans le respect et la courtoisie. En Afrique, la société civile peut-elle rester neutre? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir. L'expression société civile est une notion très ambiguë qui, dans beaucoup de débats, ne fait pas l'unanimité à telle enseigne que beaucoup de gens préfèrent parler d'acteurs non étatiques. Tout compte fait, la société civile renvoie de nombreuses connotations positives, notamment l'autonomie, la responsabilité, la prise en charge par les individus eux-mêmes de leurs propres problèmes. Mais en Afrique, l'actualité politique de ces dernières années montre une image de la société civile très engagée, parfois radicale. Ces acteurs non étatiques soutenus par le peuple utilisent leur position pour évincer certains régimes. Entre arrestations arbitraires, radicalisation et contre-pouvoir pour les institutions étatiques, le quotidien de ce défenseur du peuple semble être rempli d'embûches. Finalement, son rôle-t-il été réellement compris en Afrique? Quels sont les rapports? Sinon, quel rapport doit-elle entretenir avec les institutions étatiques au regard de l'actualité sur le continent africain? Peut-on encore parler de sa neutralité? C'est autant de questions qui nécessitent des réponses. Justement, pour en débattre, nous avons convié deux jeunes leaders d'associations avec lesquels nous allons en parler longuement. À ma gauche, monsieur Arnaud Loïc Mambo, qui lui est ancien conseiller d'association jeunesse. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et surtout merci de me recevoir. Merci à vous. Et à ma droite, monsieur Théophane Junior Wiyogé-Zamzel. Lui, il est plutôt membre du collectif des jeunes visionnaires. C'est bien cela? En effet, bonsoir et merci de me recevoir. Merci à vous plutôt d'avoir accepté notre invitation. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons du rôle de la société civile, puis nous reviendrons sur les rapports entre les acteurs non étatiques et la politique. Et pour finir, nous évoquerons la disparition de la neutralité de la société civile en Afrique selon certains observateurs au regard de l'actualité sur le continent africain. Tout de suite, messieurs, à chaud, pensez-vous déjà pour savoir qui fait partie de la société civile et qui n'en fait pas partie? Et c'est quoi la société civile? Écoutez, la société civile, très simplement, peut se définir comme l'ensemble des organisations sociales qui agissent dans la société, qui participent dans une relative grande mesure à la structuration de l'opinion. C'est l'ensemble des associations, des ONG. Il faut savoir que la société civile se distingue du système politique dans le sens étatique et restrictif du terme, donc l'ensemble des acteurs purement politiques de la société. Et donc la société civile se détermine par rapport à cette société qui n'est pas civile parce qu'elle est politique au sens strict du terme. Maintenant, dans un deuxième volet, peut-être interroger un peu le thème qui nous rassemble aujourd'hui. En Afrique, la société civile peut-elle rester neutre? J'ai un petit problème avec le terme de neutralité. Peut-on parler de neutralité de la société civile lorsqu'on sait que cette société civile, par ailleurs qualifiée aussi de regroupement de partenaires sociaux, lorsqu'on sait que c'est cette société civile qui est appelée à approuver ou à désapprouver certaines actions, certaines initiatives émises par le système politique, et donc qui a la capacité, voire même le devoir de se prononcer, donc de choisir. Dès lors qu'on parle de choix, peut-on parler de neutralité? Je pense qu'il y a une supposition derrière ce thème, qui n'en demeure pas moins un thème très pertinent. Et cette supposition pourrait s'énoncer de la manière suivante. Je serais tenté de dire 2 points. Quelle est la responsabilité de la société civile dans le processus de développement actuel, avec toutes les suppositions que porte ce processus? Quelle est sa responsabilité et quelle est la position qu'elle doit adopter? Vous avez utilisé une autre expression, celle d'autonomie. Je pense qu'on parlerait davantage, du moins l'argumentation qui proviendra de ce côté du plateau, ça s'articulera davantage autour de l'autonomie de la société civile. Si elle est avérée ou pas, nous le verrons tout au long de ce débat. Arnaud Loïc Mambo, vous avez la parole. Écoutez, mademoiselle Koussou, la question que vous posez est d'autant plus pertinente que l'intérêt irrelativement suscité l'est également. La société civile, puisque nous parlons d'elle, de par les différents éléments constitutifs qui en font partie intégrante, je citerai les ONG, organisations non gouvernementales, les associations et j'en passe, a la particularité, s'il faut la définir comme ça, d'être un regroupement de personnes, il faut préciser le caractère hétérogène qui la régit, qui milite pour les intérêts publics. Et surtout, il faut brandir un élément très important, milite beaucoup plus pour l'humanitaire. Ce qui fait que du coup, s'interroger sur l'éventuelle neutralité de la société civile
en Afrique est une question, je le disais, d'entrée pertinente, intéressante. Et je pense que tout au long de ce débat, nous allons, de par les arguments qui sont les nôtres, essayer d'approcher la question de façon à ce que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, se fassent une idée sur le débat qui est le nôtre ce soir. Alors, si on s'interrogeait particulièrement au rôle même de la société civile ou encore des acteurs non étatiques, finalement, quel est en réalité le rôle d'une structure comme celle-là ? J'ai parlé dans ma prise de parole, dans ma première prise de parole de partenaires sociaux, donc de société civile et de partenaires sociaux. À partir de cela, le rôle de la société civile peut se concevoir comme étant un rôle qui l'inscrirait dans une interaction permanente avec les décideurs, avec les acteurs du système politique, dans le sens qui en a été donné précédemment. C'est la fameuse théorie que la sociologie politique appelle celle des input et output, donc des entrants et des sortants. Le système politique, au rang de ses fonctions, doit assumer des fonctions d'adaptation et de maintien. Ce qui veut dire que pour comprendre son environnement, pour gérer son environnement, pour y envoyer les messages nécessaires à la bonne marche de la société, il se doit d'interagir avec un certain nombre d'acteurs. Et je vous ferai remarquer que cette question de société civile et d'intégration de la société civile dans les processus de prise de décision et de développement n'est pas sans lien avec la réalité de la démocratie dans notre société. Quelle que soit l'orientation de la société civile, des acteurs de la société civile dont nous parlons ici, ça participe à la réalité de la société, de la démocratie dans la société, Et donc, c'est à partir de cela qu'il nous faut mesurer le rôle de la société civile. C'est un rôle qui consiste davantage, si vous voulez, de manière générale, à porter l'opinion publique, à la porter auprès des dirigeants, mais aussi, dans une certaine mesure, à structurer cette opinion publique. Vous savez, les processus de développement font souvent intervenir, compte tenu du fait que le développement ne repose pas seulement sur des facteurs endogènes, mais aussi sur des facteurs exogènes. Les mesures qui peuvent être prises et allant dans le sens du développement d'une société, parfois peuvent être mal comprises, mal interprétées, du fait d'un déficit de communication et du fait de questions culturelles, parce que vous savez que la culture aussi participe à tout cela. La culture est au fondement des structures, qu'elles soient politiques, sociales, donc qu'elles soient inscrites au rang du système politique ou des acteurs donc, de la société civile. Quand vous parlez de porter l'opinion du peuple aux entités étatiques, on va le dire comme ça, avez-vous l'impression que le rôle justement que devrait jouer ou joue cette société civile est vraiment palpable ? Ça veut dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a peut-être dans leur positionnement certains partis pris, etc., qui pourraient négliger ou renvoyer une mauvaise image? Alors, il faut que ce soit clair. Et c'est pour ça que j'insistais sur le terme de neutralité et que je voulais plutôt parler d'autonomie. La société civile, lorsqu'on parle de neutralité de la société civile, il ne faudrait pas que ça renvoie à une neutralisation ou à une auto-neutralisation de la société civile. Pourquoi? Parce que la société civile a le devoir, pour être société civile, de se prononcer sur toutes les questions qui attirent l'attention de l'opinion nationale, sur toutes les questions d'intérêt national et d'intérêt commun. Pourquoi? Parce que vous savez que quand bien même une institution de la société civile, que ce soit une ONG ou une association, aurait choisi telle orientation quant à son action et quant à sa ligne d'action plutôt que telle autre, il lui revient de porter l'opinion publique, de la structurer et de défendre les opinions, les intérêts, en fin de compte, de la société, de cette société-là qui ne participe pas tant que cela à la gestion, à la gouvernance du pays. Et donc, le fait d'insister sur la notion d'autonomie nous renvoie à quoi? Au fait que celui qui vous finance, parce qu'on a eu l'occasion de le reprocher en certaines circonstances, et peut-être un peu aussi par rapport à un certain contexte national, une certaine actualité nationale, à certains acteurs de la société civile qui seraient financés ou pas par des acteurs du système politique au sens restrictif. Il vaut mieux parler d'autonomie, pourquoi? Parce que celui qui vous finance est en droit d'exiger. Est en droit d'exiger des prises de position, est en droit d'exiger des abstentions. Il ne faut pas parler de neutralité de la société civile. Pourquoi? Parce que la société civile doit, dans le contexte national actuel, s'il faut parler de notre pays, faire la démonstration d'un sursaut d'orgueil et d'un sursaut de mobilisation parce que nous assistons, j'insiste, dans le contexte actuel, à une sorte de décadence des institutions classiques de structuration de l'opinion, et je fais référence aux partis politiques notamment.
Alors, face à ce déficit, face à cette décadence de ces institutions classiques de structuration de l'opinion, il faut qu'il y ait un relais qui soit assuré par la société civile. Mais pour que la société civile assure ce relais dans les formes, il faudrait qu'elle soit autonome. Il ne faudrait pas qu'elle soit neutre, parce qu'elle tendrait à se neutraliser elle-même. Il faudrait qu'elle soit autonome. Il faudrait qu'elle soit autonome et non neutre. Avez-vous l'impression, justement, qu'au regard des différentes actions qui sont menées sur le terrain par la société civile, qu'elle fasse vraiment preuve d'autonomie au lieu de la neutralité dont réclament certains citoyens? Mademoiselle Cousteau, je vais répondre à cette question, mais je ne vais pas déroger à une règle, celle de tenter d'approcher le rôle qu'on peut assigner à la société civile en général. Je vais me permettre une circonscription aux ONG, organisations non gouvernementales, pour faire remarquer, au-delà de tout ce qui a été dit dans mon propos liminaire, que les ONG, qui font partie intégrante de la société civile, doivent mettre beaucoup plus en branle le caractère caritatif. À côté du caractère caritatif, il y a l'éveil, le réveil des consciences. Je le dis d'autant plus qu'on a affaire, et nous sommes en Afrique, à des consciences parfois endormies. Ce n'est pas pour être désagréable que je le dis, mais c'est la vérité. Allez un peu plus loin, parler de neutralité, il faudrait intégrer deux dimensions. Une neutralité vis-à-vis de la moralité et vis-à-vis de l'action. Je vais écarter tous les différents adjectifs qui pourraient tourner autour de ça pour attaquer directement le principe, pour faire remarquer que la société civile en Afrique est-elle neutre? Je ne suis pas très sûr. Et je vous le dis de façon claire. Expliquez-vous. Parce que quand on parle de société civile, si je prends le cas des organisations non gouvernementales, ce sont des entités qui ne reçoivent aucune subvention de l'État. Donc elles sont elliptiques de toutes les subventions étatiques qui peuvent prévaloir. Et dans ce contexte, il faudrait un certain nombre de moyens pour, j'ai envie de dire, fonctionner. Ce qui est extraordinaire dans nos pays, c'est que la plupart des organisations non gouvernementales, je ne vais pas citer le cas du Gabon, je ne vais pas faire polémique, ont à leur tête, par exemple, des présidents d'honneur qui sont des hommes étatiques. Allez comprendre. Comment une entité qui est censée être autonome, représentative d'une population, voilà, et à sa tête comme président d'honneur un homme d'État, je ne sais pas comment cette organisation irait dire au peuple, si jamais cet homme d'État était de nature à être mis hors d'état de nuire, irait dire au peuple de peut-être chercher à faire en sorte que cet individu ne soit plus aux affaires. Parce que le principe il est clair. Si on est aux affaires, le peuple est souverain. Si on est aux affaires et qu'on ne représente plus le peuple de façon digne, par la mission que le peuple nous a conférée, on n'est plus dans la logique censée être là. Et la société civile est là pour éveiller les consciences dans ce sens. Et vu comme ça, la société civile, permettez-moi de le dire encore une fois, elle n'est pas particulièrement neutre, ni vis-à-vis de l'action, ni encore vis-à-vis de la moralité. Et si on parlait de l'autonomie dont faisait allusion tout à l'heure M. Théophane Biogyi-Zamzele? Écoutez... Est-ce que vous croyez que même au niveau de l'autonomie, on peut parler d'une société civile africaine autonome? Je ne suis pas sûr, une fois de plus. Je ne parle vraiment, vous allez m'excuser. Vous ne partagez pas son point de vue et nous le comprenons naturellement. Je suis peut-être brutal dans mes positions, mais une société civile qui serait autonome, si vous me permettez, autonome, en Afrique, vous me permettez de dire ça comme ça, elle n'existe pas. Mais j'ai beaucoup apprécié, Théophane le dit avec beaucoup d'intention, avec beaucoup d'intérêt. Je comprends peut-être que, de par la posture qui est la sienne, quand il a été présenté, il est peut-être tenté... Que membre du collectif des jeunes visionnaires. Voilà, c'est une organisation, c'est une association. Qui serait autonome. C'est la société civile. Je voudrais bien qu'il le soit, et ce serait d'ailleurs un idéal. Mais écoutez, toutes les questions que j'ai fait prévaloir sont de mise, et je reste sur la position de dire clairement que la société civile en Afrique n'est pas neutre, elle n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome. Alors, vous pouvez réagir, justement. Je vais réagir, mais avant, je pense que M. Mambo, qui est un ami, a dit quelque chose de particulièrement grave, et qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Il a dit que la société civile se devait d'être neutre par rapport à la morale. C'est une aberration, permettez-moi de vous le dire, parce qu'on ne peut pas être neutre par rapport à la morale s'il en est une qui tienne dans le processus de développement qui est le nôtre. On ne peut pas être neutre par rapport à la morale, parce que justement... La fonction de la morale, c'est d'être exploité pour moraliser. Ceux qui exploitent la morale doivent s'en servir pour moraliser. Alors on ne peut pas se dessaisir, se désapproprier de cette boussole qu'est la morale, s'il en est une qui tienne encore, et dire que la société civile doit être neutre par rapport à la morale. Donc ça, c'était une parenthèse. Deuxième chose, soit nous sommes ici pour parler de faits,
donc de ce qui est, soit nous sommes ici pour parler de ce qui devrait être. Je pencherai pour une position qui s'inscrivrait au milieu. Je pense qu'il ne faut pas amalgamer toute la société civile. D'autant plus qu'au Gabon, il y a quelques rares figures, en fin de compte, de cette société civile. Je crois que sur les doigts de deux mains, on pourrait les compter, les acteurs de cette soi-disant société civile, qu'on la critique ou pas, mais ils sont très peu nombreux. En termes de visibilité, bien évidemment. Je précise que vous appartenez à cette société civile. Bien évidemment, parce qu'il y en a d'autres. Ceux qui sont pris en compte, ceux qui sont considérés, ceux qui font l'objet d'une médiatisation conséquente, sont ceux qui s'intéressent aux questions purement politiques, aux questions de gouvernance, aux questions inhérentes à la vie des partis politiques, aux questions inhérentes à l'alternance, à sa nécessité ou pas au Gabon, etc., etc. Donc ce sont ces acteurs-là qui sont le plus en vue. Alors il ne faudrait pas que l'on amalgame cela à toute la société civile lorsqu'on parle de la réalité de l'autonomie ou de la neutralité, terme que je refuse catégoriquement, de la dite société civile. Il y a des acteurs dans la société civile qui ne font peut-être pas l'objet de la médiatisation dont font objet certains, mais qui assument cette position de société civile dans une autonomie, dans une indépendance de pensée, dans une indépendance d'action. Et je pense que ça, c'est un aspect qu'il ne faudrait pas occulter pour maintenir ce débat sur la ligne intellectuelle qui lui a été donnée dès le début de nos prises de parole. Alors nous allons marquer cette pause pour entamer la deuxième partie de l'émission qui sera en rapport avec justement les rapports entre la société civile et la politique. On en parlait tout à l'heure, nous allons en parler tout à l'heure et c'est juste après cette pause. De retour pour la suite de votre débat où nous parlons dès à présent des rapports entre la société civile et la politique. C'est vrai qu'on en parlait déjà avant même d'entrer dans cette deuxième partie, mais Monsieur Loïc Mambo, je suis tentée de vous demander, est-ce qu'on peut être politiquement engagé et appartenir à la société civile? D'abord, avant de répondre à la question, je vais répondre, juste faire remarquer une chose, c'est que... Vous avez le droit. C'est une chose de ne pas comprendre un concept, c'est une chose. Et puis en même temps, c'est tout l'intérêt. On n'a pas la science infuse. Mais de ne pas de dire que c'est une aberration, c'est encore quelque chose de grave. C'est M. Théophane, permettez-moi de vous rappeler, mais même si c'était le cas, je mettrais cela sous le joug d'une dimension de méconnaissance qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise chose. C'est que la neutralité vis-à-vis de la moralité intègre le fait que lorsque les entités de la société civile prennent pour un élément bien précis, cet élément, si on est en France, on est au Gabon, on est en Côte d'Ivoire, on est dans un autre pays africain, si on opte pour un même but, un même objectif, si on a une même vision, si on attaque un problème précis, particulier, ce problème, qu'il soit cerné au Gabon, qu'il soit cerné en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ne peut pas être différemment cerné, parce que c'est le même problème. Ce n'est pas un problème d'entité de pays. J'insiste, une petite parenthèse, si vous permettez, mais j'insiste en disant que c'est particulièrement grave, parce que vous nous présentez les choses comme si la réalité des sociétés, la réalité des pays était une réalité universalisable, si vous permettez le vocable. La réalité au Gabon n'est pas la réalité en Chine. La réalité sociale et politique en Côte d'Ivoire n'est pas la réalité sociale et politique en Afrique du Sud. Alors, s'il faut gérer ces sociétés et agir sur ces sociétés sur la base d'une morale qui serait universelle, jusque dans ses détails, et c'est là où je veux en venir, ce serait problématique. Parce qu'il ne faut pas appliquer les mauvaises méthodes, les mauvais remèdes aux mauvais mots. Lorsqu'on dit que la réalité, parce que c'est ça, en fin de compte, l'aboutissement de votre réflexion, heureusement que je ne vous ai pas laissé terminer, c'est de dire qu'en fin de compte, la morale est statique et qu'il faut être neutre, c'est ce que vous avez dit, par rapport à la morale, parce que la morale est statique et qu'elle devrait s'appliquer de la même manière à toutes les sociétés dans lesquelles on se trouverait, qu'il s'agisse du Gabon, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Mais ce n'est pas ça, Monsieur Zota. Pardon. Je confondais, mais vous avez compris, Monsieur Mambo. Je vous le permets. Ce n'est pas cela. Pourquoi? Parce que chaque société a sa réalité, parce que chaque société a sa sociologie, et que les décisions qu'il faut prendre pour gérer cette société, pour gérer les conflits qui peuvent survenir dans cette société, dans la nôtre en l'occurrence, doivent consister
dans une application de remèdes qui aurait été déduite de cette réalité sur les mots qui sont les nôtres. Il ne s'agit pas, et c'est ce qu'on a reproché à plusieurs pays africains qui se sont inscrits dans des processus de développement à partir des années 80-90. C'est de dire qu'on a souvent eu tendance à importer des mesures, à importer des concepts pour les appliquer dans notre société. Et votre réflexion traduit exactement la même chose, à importer des mesures, à importer des modèles pour les appliquer à notre société, en oubliant, et c'est une omission grave, que le fond sociopolitique de notre société n'est pas celui qu'on trouve en France, n'est pas celui qu'on trouve en Chine. Quand bien même nous appartenons à la famille humaine, les réalités ne sont pas les mêmes, les moyens ne doivent pas être les mêmes. Permettez que je revienne, vous parlez d'autonomie, vous parlez de neutralité, qu'elle ne devrait pas, justement, cette neutralité, elle ne devrait pas être basée sur la moralité dont faisait allusion M. Mambo. Oui, mais tout à l'heure, j'ai dit que la neutralité ne doit pas mener à une neutralisation de la société civile. Nous allons rectifier. Alors moi, je suis tentée de vous poser la même question. Je posais tout à l'heure à M. Mambo celle de savoir, est-ce que, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, on remarque que certains leaders de la société civile s'appésantissent plus sur des questions politiques au lieu des questions, par exemple, sociales, pour faire plus simple. Est-ce que quelqu'un politiquement engagé peut se prétendre appartenir à la société civile? Mais on ne peut pas poursuivre, mais c'est une question qui trouve une réponse simple, on ne peut pas poursuivre justement, deux lièvres à la fois. Mais je lis derrière votre question, mais nous sommes témoins de la même réalité, nous vivons dans la même société, on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Soit on est politiquement engagé, on s'y consacre à plein temps, soit on est socialement, mais encore que le terme est peut-être impropre, et sans doute que M. Mambo, dont le vocabulaire est très haut en couleur, pourra me reprendre là-dessus. Mais on ne peut pas être politiquement engagé et en même temps être engagé dans la société civile parce que la société civile, comme nous l'avons tous les deux dit en quelque sorte dès le début de cette émission, s'oppose à la société politique, si on peut se permettre l'expression, dans le sens pur du terme. Donc voilà. Vous avez le droit de réagir. Ben écoutez, mademoiselle Koussou, je voulais préciser à M. Théophane, Nzamzé Biyogué, que je ne suis pas en compte aux affaires et quand j'aurai cette position, j'aurais besoin d'un porte-parole. Je penserai à vous. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de porte-parole. Et toutes les expressions que vous avez, tous les mots que vous avez utilisés sur moi ne reflètent pas ma pensée. Vous n'êtes pas en moi, donc mais non, ce n'est pas totalement exact. Ce n'est pas totalement exact, monsieur Nzamzé Biyogué. Mais je mets ça sous le joug de l'humour. Je sais que peut-être vous avez des talents en humour, mais ce n'est pas le plus important. Oui. Alors, tout à l'heure, nous disions clairement que, ce fut l'intérêt de mon plaidoyer, qu'on ne peut pas être, et là, on va peut-être se rattraper, mais ce n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas être acteur politique, selon ma conception, et en même temps être acteur de la société civile. Parce qu'il y a une totale incompatibilité par rapport à l'intérêt, par rapport à l'objet, par rapport au but, que du coup, si un acteur de la société civile intégrait la politique ou vice-versa, ce serait une amalgame alors la grave. Que chacun reste dans sa position, chacun dans son domaine de prédilection, dans son domaine de compétence, soit la société civile. Politique, chacun devrait faire le travail qui est le sien, ou du moins la mission qui est la sienne. Voilà la réponse sur la question de savoir si on peut être en politique et en même temps... Alors finalement, doit-on dire que la société civile est-elle un partenaire ou un contre-pouvoir pour les gouvernants africains? Écoutez... Partenaire ou contre-pouvoir, finalement? Écoutez, je suis tenté de convoquer Lincoln, Abraham, vous avez le droit. Qui a présidé au destiné des États-Unis, et qui, pour tenter d'approcher la dimension de démocratie, permettez-moi, puisque c'est le fardeau avec la majorité qui est le peuple souverain, disait que c'est totalement la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que la société civile, peut-être que j'ai perdu un peu le fil sur la question, si vous pouvez la reposer rapidement. Est-ce que la société civile est un partenaire ou un contre-pouvoir au gouvernement africain? Du coup, je me retrouve un partenaire. Contre-pouvoir, non, un partenaire. La société civile devrait être normalement un partenaire. Mais un partenaire dans le bon sens. Partenaire dans le bon sens, ça veut dire que lorsqu'on est au pouvoir, c'est pour diriger, c'est pour gouverner. Et il faudrait qu'il y ait, la notion de contre-pouvoir ne m'intéresse pas beaucoup, il faudrait qu'il y ait des partenaires à côté qui, de temps en temps, un peu comme des conseillers virtuels,
qui de temps en temps viendrait vous dire qu'à ce niveau, je crois que c'est pas bien parce que le peuple souverain qui vous a confié le mandat et qui souffre, et qui crie à la famine, voilà, qui souffre, qui crie à la famine, n'est pas content de telle ou telle mesure prise. Et je pense qu'à ce niveau, c'est beaucoup plus en termes de partenariat que je verrais la société civile à côté du pouvoir décisionnel. Sans rien imposer, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Faire des propositions. Est-ce que vous partagez le point de vue? Vous êtes une société civile. C'est une question. Faites des propositions. C'est une question sur laquelle les consensus sont faciles, quelle que soit l'orientation spécifique qu'on donnerait à nos argumentations. Mais ce qu'il faut dire, la notion de contre-pouvoir ne l'intéresse pas beaucoup. Moi, elle m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que l'histoire de la société civile, dans l'histoire mondiale, dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours articulé autour d'un certain nombre de revendications, d'un certain nombre d'oppositions par rapport à un statu quo donné. Ce sont des sujets que nous avons sans doute tous les deux étudiés. La question des hippies, la question des mouvements féministes et plus récemment la question de mouvements qui prônent pour un certain nombre de libertés par rapport à des personnes qui auraient opté pour une orientation sexuelle particulière. Là n'est pas le débat, mais c'est pour dire que, au fond, et ça nous ramènera peut-être au rôle de la société civile, question que vous posiez par ailleurs, que de savoir que ce rôle-là est un rôle de proposition. C'est un rôle de conseil, mais c'est un rôle de proposition et lorsqu'il le faut, lorsque cela est nécessaire, d'opposition et donc de contre-pouvoir. Si les hippies n'avaient pas eu le succès qu'ils ont eu, la conception que nous aurions de la famille de l'humanité aujourd'hui serait différente. La conception que nous aurions eue des relations entre pays distincts serait différente. La conception que nous aurions eue des libertés publiques et fondamentale, imprescriptible du citoyen en société serait sans doute aussi différente. Les mouvements estudiantins en France, en Europe, mais en France plus spécifiquement avec le fameux mai 68, ont montré cette capacité, et c'est pour ça que je parlais de sursaut de virilité, de courage, ont montré la capacité de cette société civile à proposer, à structurer une idée et à la proposer de manière efficace, de manière à réorienter ou à orienter l'action publique par rapport à un certain nombre de thématiques et de sujets de préoccupation. Donc, société civile, partenaire, oui, mais contre-pouvoir également. Je pense qu'il faut établir un lien, un rapport d'égalité entre ces deux aspects. Et je pense que c'est justement, même si le terme m'indispose, c'est justement l'idée que traduit la notion de neutralité, d'être au milieu, de ne pas pencher pour lorsque ça arrange certains acteurs du politique et contre lorsque... voilà. Voilà, alors nous allons continuer. Je voudrais justement vous interroger sur la position ou le combat de deux importantes ONG, notamment le Balai citoyen au Burkina Faso, qui a réussi à faire évincer du pouvoir le président Compaoré. Et on a juste à côté au Sénégal l'ONG Y'en a marre, qui a réussi à bloquer le président sortant, Abdoulaye Wade, parce que justement Y'en a marre, le groupe Y'en a marre, c'est placé comme, on va dire, un écueil pour le président Wade. Alors au regard de cette position, celle du Balai citoyen au Burkina Faso, qui a réussi à faire partir Compaoré, on a Y'en a marre à côté, qui a réussi à bloquer Abdoulaye Wade, on est tenté de s'interroger finalement, est-ce que la société civile reste un partenaire ? Parce que vous parlez de partenariat, oui, mais ces deux exemples patents nous démontrent que les sociétés civiles sont plus des contre-pouvoirs aujourd'hui en Afrique, finalement. Écoutez, le rapport, il ne faut pas considérer les choses à travers ce cadre-là, parce que ce cadre-là est très restrictif. Vous savez, c'est au sein de la société civile que se cristallisent les attentes populaires, que devraient se cristalliser les attentes populaires, que devrait se cristalliser la culture politique. Parce que lorsqu'on parle de rapport entre, et je crois que c'est à ce niveau du débat que nous sommes, entre société civile et politique, il ne faut pas omettre de prendre en compte une notion sociologique qui est celle de la culture politique. Il faut s'intéresser aux cultures politiques des sociétés avant que de pouvoir étudier le rapport entre société civile et politique dans ces sociétés-là. Il y a trois types, généralement, de culture politique. Il y a la culture politique paroissiale, où les gens ne s'identifient pas tellement à l'échelle nationale et où ils consacrent leur attention et leur énergie à des enjeux régionaux, provinciaux, etc. Il y a la culture politique de suggestion, où les gens estiment
ne pas avoir grand-chose à faire avec le système politique. Ils attendent ses bienfaits, mais redoutent ses exactions. Et il y a la culture politique qui est prônée aujourd'hui, qui est celle de la participation, culture politique de participation. La majorité des sociétés africaines aujourd'hui se trouvent à un confluent entre une culture politique de sujétion, où les gens se désintéressent, où ils redoutent parfois le système politique, et une culture politique de participation. Nous sommes au juste milieu. Les sociétés évoluent dans ce juste milieu, en tendant d'un extrême à un autre, à une relative rapidité, mais cette réalité est différente pour chaque société, et il y a des acteurs qui sont là pour accélérer les processus ou pour les bloquer. Maintenant, les positions qui ont été prises par les deux ONG que vous avez... D'ailleurs populaires. Populaires, mais très populaires. Les citoyens, il y en a marre au Sénégal. Que vous avez citées, je pense que les contextes sont différents. Et confiscation de pouvoir. Dans ce mouvement-là, dans ce champ lexical sur le continent africain. Pouvoir, voilà. Mais je pense qu'il y a des enjeux. Il y a une vague je ne dirais pas une vague de libération, mais la vague qui s'ouvre sur le continent africain actuellement serait peut-être comparable un peu à la vague des années 90, avec le fameux vent de l'Est, qui souffrait sur le continent africain et qui avait permis un certain nombre de réformes quant aux différents systèmes politiques à l'échelle africaine. Je pense que nous vivons un peu la même chose. Il y a un réel besoin d'émancipation, il y a un réel besoin de libération de la parole publique, un réel besoin de libération du débat public et de réappropriation par les peuples des leviers susceptibles de concourir à accélérer les processus de développement. Et donc, par rapport à cela, lorsque dans une société, le système politique ne parvient pas à satisfaire, à canaliser d'abord et à satisfaire ses attentes, il se pose un problème. Et heureusement ou malheureusement, il y a des acteurs de la société civile qui se positionnent dans le débat, qui ne s'immiscent pas dans le débat, mais qui se positionnent parce que c'est leur rôle, c'est leur responsabilité de se positionner sur ce genre de questions. Et qui se positionnent, les résultats sont ceux qui sont. Et puis, pour terminer, vous savez, généralement, par rapport à ce genre de mouvement, c'est l'histoire qui est le meilleur juge. Ça a été la même chose, plus ou moins, en Libye, mais sans approfondir ce débat, au nord de l'Afrique. Les conséquences sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans certains de ces pays africains du nord de l'Afrique, ils peuvent être considérés comme donc les résultats satisfaisants. Dans d'autres, ce n'est peut-être pas le cas, un peu moins le cas. C'est l'histoire qui est généralement le meilleur juge dans ce genre de contexte. Il ne faut pas se hâter et il ne faut pas amalgamer toute la société civile sur la base des initiatives et actions, des prises de position de quelques acteurs. Avant d'entrer de plein pied dans la troisième partie, je suis quand même tentée de vous poser la question, monsieur Loïc Mambo. Vous trouvez normal qu'une organisation non gouvernementale, au nom des revendications du peuple, réussissent à évincer un chef d'État élu légitimement, constitutionnellement, etc. Mademoiselle Koussou, vous me permettrez encore une autre extension, celle de faire remarquer qu'au-delà de la position qui est la mienne, vous l'avez clairement compris, celle de refuser la neutralité de la société civile en Afrique, je reste attaché à la dimension du partenariat. Je trouve le mot contre-pouvoir brutal d'ailleurs, et je ne vais pas rester sur ce mot. Ce que je veux faire remarquer, c'est que l'exemple précité, celui de les citoyens au Burkina Faso, il y en a marre au Sénégal. Celui du Burkina Faso. Mais c'est justement cela, la dimension de partenariat. Sans qu'il soit besoin d'être un exégèse des questions de partenariat, il y a des personnes qui le sont. Mademoiselle Koussou, je crois qu'un partenariat, il est clair. Lorsqu'on est en affaires, et lorsqu'on ne va plus, on se détache. Et la posture de la société civile au Burkina Faso n'était que clairement celle que je viens d'évoquer. Les aspirations du peuple souverain qui donne quitus à une personne tierce de présider ou décider d'une république ne sont plus, les attentes de cette dernière ne sont plus du moins respectées. Il est clair que la population qui a le mandat, qui est souveraine, qui a la possibilité de permettre à n'importe quel individu qui soit d'être à la tête d'un État. Même si ça passe par une élection. Même si ça passe par une élection. D'après la constitution de ce pays. Le peuple peut user de n'importe quel moyen et via la société civile pour évincer un dirigeant selon que ce dernier ne réponde plus aux aspirations que le peuple en fait attend. Et puisqu'on est attaché à la notion de neutralité, peut-être que dans ce contexte-là, on parlerait de neutralité de la société civile, selon vous. Mais une petite précision, mais c'était pour vous taquiner, une petite précision, c'est que le terme de contre-pouvoir, ce n'est pas Théophane Nzamze Biyogué qui l'avance. Ce n'est pas Théophane Nzamze Biyogué qui l'admet. Gardez. Donc,
Vous pouvez être pour ou contre, vous allez sans doute nous produire une théorie. Vous allez sans doute. Je ne sais pas pourquoi vous êtes attaché à ce mot de contre. Gardez le fil de vos idées, messieurs. Parce que le débat ne se fait pas entre nous, mais le débat, je considère que virtuellement, il y a un certain nombre de personnes qui participent aussi à ce débat. Et donc, il faut préciser. En même temps, on ne s'exonère pas de la vérité. Il faut préciser les choses. Mais la vérité, c'est que la question de contre-pouvoir est une exigence dans le statut de la société civile. Et c'est une exigence qui est posée par des théoriciens. D'ailleurs, l'ensemble, il y a un consensus, un réel consensus sur cette question. C'est la sociologie politique qui consacre ce rôle de contre-pouvoir en cas de nécessité. Même si vous ne partagez pas ce point de vue, messieurs, quand nous aurons proposé nos théories, nous pourrons en redébattre. Gardez le fil de vos idées, messieurs. Nous nous retrouverons juste après pour parler de la neutralité. Nous allons rentrer de plein pied parce que certains observateurs parlent de disparition de cette neutralité-là. Retrouvons-nous juste après cette pause pour en parler. Nous sommes officiellement dans la troisième partie de ce débat houleux. Vous pouvez vous en rendre compte, chers téléspectateurs. Nous allons justement aborder cette disparition, ça c'est selon certains observateurs, de la neutralité. Ici, neutralité, non, pas neutralité, autonomie. Autant de choses qui nous poussent à nous interroger, à peut-être prétendre évoquer d'autres thèmes très prochainement. Mais je voudrais encore revenir sur la société civile, puisque c'est cela dont on parle, et vous demander, est-ce que vous trouvez, Monsieur Loïc Mambo, Théophane Biogué-Zamze parlait tout à l'heure de contre-pouvoir, c'est le devoir de la société civile. En cas de nécessité, il faut insister là-dessus, et vous ne partagiez pas ce point de vue. Pourquoi vous ne partagez pas ce point de vue? Mais écoutez, je précisais tout à l'heure que le mot, je le trouvais brutal. Et la brutalité est de nature à faire peur. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de clairement éplucher certaines questions, point après point, pour que la clarté prévale. C'est le plus important. Je ne suis pas totalement... je ne suis pas la personne bien placée pour contrecarrer totalement Théophane. Je tiens à rappeler qu'au-delà de tout, j'ai un respect pour ses idées. Mais je rappelle que ici, nous sommes dans le cadre d'un débat. D'accord, vous avez le droit de donner vos... Mais ce que je veux dire, c'est que je reste attaché au fait que la dimension de contre-pouvoir soit attachée à la société civile. Je le dis d'autant plus que les seules entités, ou du moins la seule entité, la seule corporation qui a ce pouvoir, enfin, qui a cette dimension, qui peut se prévaloir de cette capacité de contre-pouvoir, n'est autre que l'opposition qui prévalerait dans un pays. Une société civile n'a rien à voir avec la politique, ce ne sont pas des partis politiques. Les partis politiques qui sont des contre-pouvoirs sont des partis politiques de l'opposition qui s'opposent à un pouvoir qui gouverne. Voilà la conception qui est la mienne. Est-ce que vous admettez le fait qu'on assiste depuis un bon nombre d'années en Afrique à une multitude de candidatures des membres de la société civile? Qu'est-ce qui pourrait justifier ce type d'action? Écoutez, les sociétés civiles en Afrique se rapprochent, c'est un fait. Dans certaines sociétés se rapprochent de plus en plus des systèmes politiques. Est-ce que on va dire que les débats n'ont pas été faussés dès la base? Peut-être que les débats ont été faussés, mais dès l'instant où on bascule, on bascule. Je veux dire, lorsqu'on est politiquement engagé, il ne faudrait pas, et nous avons eu l'occasion de le dire ici, il ne faudrait pas parallèlement être engagé dans la société civile. Cela va de soi. On a vu le cas d'un certain homme politique, parallèlement artiste international, au Sénégal, qui est passé de ce statut d'acteur de la société civile au statut de celui d'acteur politiquement engagé. Il n'y a pas de mal en cela, mais seulement il faut de la sincérité dans la démarche. Pour ne pas brouiller aussi l'opinion publique. Il faut de la sincérité dans la démarche, soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Petite parenthèse pour revenir pour insister peut-être, et ça va peut-être nous mettre d'accord, sans doute sur la question de contre-pouvoir. Elle me passionne. J'écoutais un jour un discours de Malcolm X, qui était engagé dans la lutte pour les droits des Noirs. Après Abraham Lincoln, Malcolm X. Voilà, j'ai beaucoup plus de sympathie pour Malcolm X, sans doute. Et il disait,
en faisant l'apologie de la loi du talion, instaurée par Moïse, œil pour œil et dent pour dent, et il terminait en disant « Quiconque est contre cette loi du talion est forcément quelqu'un qui cherche à échapper à son application, donc qui se serait rendu coupable de quelque chose. Si on est contre le fait qu'il faille un œil pour un œil et une dent pour une dent, mais vous comprenez que j'utilise l'image, c'est qu'on a envie de commettre un forfait derrière. Et donc, le système politique ne doit pas avoir à se méfier de la fonction de contre-pouvoir de la société civile, puisqu'il n'est pas dans son intérêt de se positionner contre les intérêts de la société civile, qui, elle, se doit de cristalliser, de traduire les intérêts de la société. La société civile, il faut arrêter de débattre, de se prononcer comme si c'était quelques individus qui se levaient un bon matin et qui décidaient de renverser des régimes. Ces sociétés civiles qui sont parvenues à ce résultat dans certaines sociétés ont quand même eu un soutien populaire. Alors, dès l'instant qu'il y a soutien populaire, la position qui consiste à renverser tel système politique pour installer tel autre se justifie, elle devient légitime. Et donc le débat ne se fait pas à ce niveau-là. Alors on constate sous d'autres cieux, et notamment au Gabon, qu'on en arrive à un point où il y a des tendances au sein des sociétés civiles. Je suis tentée de m'interroger, qu'est-ce qui justifie ce type de situation, puisque l'objectif c'est de défendre les intérêts du peuple. Comment on explique qu'il y ait plusieurs tendances au sein d'une même société civile dans un pays? Mademoiselle Koussou, la cupidité ne peut pas être gérée. Ça, je peux vous le dire de façon claire. Écoutez, la particularité des individus, sans qu'ils soient besoin de faire insulte à ces personnes, c'est la capacité à pouvoir se croire intéressant lorsqu'on a pu mobiliser un peuple. Je vous rappelais déjà que le peuple était souverain. Et refusons, pendant qu'on y est, refusons systématiquement d'attacher la politique à des partis politiques. Refusons. Parce que la politique, si on va du point de vue étymologique, ça vient quand même du mot police, c'est quand même la cité. Et si on attachait le mot économie à côté, c'est la gestion de la cité. Ce qui veut dire que le peuple qui est souverain, est libre de jeter son dévolu sur un individu selon que ce peuple penserait que la personne qui est en face soit capable, à la place de la personne qui est devant, de répondre valablement aux aspirations qui sont les leurs. Donc c'est ça tout l'intérêt, et c'est même tout l'enjeu de la question à laquelle nous sommes en train de répondre présentement. Ce qui veut dire que du coup, même par rapport au fait que je sois opposé au fait que la société civile, puisqu'on revient sur la neutralité, elle ne va pas trop nous fuir, elle est toujours là derrière nous à nos trousses, c'est que oui, les populations, les acteurs de la société civile peuvent, avec le temps, être devant la scène, mais pas forcément. Je refuse d'attacher la politique aux partis politiques. Un peu plus loin, je parlais de cupidité. Les instincts des humains ne peuvent pas être gérés. Ce qui fait qu'il y a toujours dans un groupe des personnes de mauvaises intentions. Et les effets collatéraux qui en découlent, ne peuvent pas être gérés par le gros-teint qui se trouve là. Ce que je veux dire, c'est que l'ego, on ne peut pas gérer l'ego. Et si, à un moment, il y a des multiplicités dans les candidatures au sein de la société civile, selon qu'on refuse d'accorder un certain leadershipal, parce que la posture leadershipale de X ou de Y ne serait pas de nature à plaire à X ou Y qui voudrait aussi être là, vous comprenez que finalement, la société s'effrite et tous les acteurs veulent finalement devenir les leaders. Et ça, je crois que c'est pas de la dimension de nous, les humains, de gérer ça. Totalement dépendant de la gestion qui est la nôtre. Est-ce que parler de société, une société civile radicale, est-ce que cette expression devrait normalement exister? Je ne sais pas quel est le contenu de cette expression de radical. Je ne sais pas quel est le contenu qu'on met dans radical. Sous certains cieux, on a des sociétés civiles radicales, des sociétés civiles modérées. Mais oui, mais je pourrais répondre à la question si on arrive à me dire si radical s'oppose à objectif. Nous sommes tentés si la radicalité est intégrée dans l'objectivité, il n'y a pas de problème, dès lors qu'on reste objectif. Et justement, il faut être radical lorsqu'on veut être objectif, pour être sincère dans son engagement. Vous parliez de courant, et il a soulevé une question très intéressante, le pécuniaire, le poids du pécuniaire dans notre société, c'est de cela dont il parlait, au fond. Et ça revient à la question de la culture politique. Nous sommes des jeunes sociétés, des jeunes démocraties, pour l'ensemble, en Afrique, nous sommes des jeunes démocraties, et donc le travail d'installation, d'implantation d'un certain nombre d'institutions qui ont le rôle d'animer la démocratie, de la traduire dans les faits de la société, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc il faut donner du temps à cela. Tout ça pour dire que
les mobiles, les bases à partir desquelles les citoyens dans des sociétés comme les nôtres sont appelés à se prononcer ne sont pas toujours des bases et des tremplins admis par une société démocratique qui se respecte. Le poids de l'argent dans la détermination du choix est encore très important dans notre société. Mais ça, ce n'est pas tant au système politique de le changer, parce que le système politique ne changera rien qui soit à son avantage. C'est, pour revenir à la fonction de la société civile, de structuration de l'opinion, c'est du rôle de la société civile aussi de se mobiliser par rapport à ce genre de choses, pour que peut-être, et je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre les deux, pour que peut-être nous ayons davantage d'objectivité, davantage d'autonomie et davantage de sincérité dans l'engagement des acteurs de la société civile. Même si nous constatons que le débat est encore une fois de plus, on ne le dira jamais assez, porté sur les questions politiques, sur les questions de démocratie, nous ne sommes pas contre, c'est aussi les attentes du peuple, c'est bien ça. Oui, mais vous savez, ce sont ces questions-là qui retiennent le gros de l'attention mais populaire. Pas l'amélioration des conditions de vie. Pas l'amélioration des conditions de vie, mais vous savez, et pour coller à sa définition de politique, le débat politique intègre le débat économique et le débat social et culturel. Donc le débat politique, c'est quelque chose qui touche à tous les aspects de notre société, de notre vie ensemble et de notre vivre ensemble. Et donc c'est par rapport à ce débat-là qu'il faut se positionner. Donc c'est normal que la société civile soit en même temps politique, en même temps... Ce qu'il faut reprocher, c'est une certaine tendance à un positionnement politicien et pas politique de la société civile. Ce positionnement politicien qui tend à adopter des points de vue partisans au lieu d'adopter des points de vue républicains. Nous sommes dans un contexte, parlons-en, revenons au contexte national. Lorsque j'observe mon pays, notre pays, je me rends compte qu'il y a une sorte de balkanisation malsaine de l'opinion publique. Aujourd'hui, on développe des extrémismes au Gabon. Soit on est fondamentalement pour, soit on est fondamentalement contre. Le rôle de la société civile, c'est de proposer une alternative à cet état de fait en montrant aux gens que lorsqu'il s'agit du développement du Gabon, il n'y a pas à être fondamentalement pour un tel ou une telle ou fondamentalement contre un tel ou une telle. C'est l'affaire de tous et tout le monde doit se mobiliser autour de cet objectif, de la nécessité d'atteindre cet objectif. Le rôle de la société civile dans le contexte national actuel, c'est de porter une conception républicaine du vivre ensemble et de la manière dont notre société doit s'organiser et doit être organisée pour atteindre les objectifs de développement qui sont les nôtres. L'émergence du Gabon, c'est un terme qui ferait sourire certains parce qu'on pense que c'est la propriété intellectuelle d'un individu ou d'un parti politique. Au fond, l'émergence du Gabon, tout le monde veut y arriver, qu'on soit opposant, qu'on soit de la majorité, parce que l'émergence, c'est simplement la traduction en un vocable simple et court de l'ensemble de nos aspirations, de l'ensemble des aspirations qui tendraient à instaurer au Gabon un vivre ensemble qui nous ferait prendre conscience du fait qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus aptes à atteindre des objectifs, à relever des défis et à développer ce pays en fin de compte. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut clarifier. La responsabilité de la société civile, qui ne peut être responsabilité que si la société civile est autonome, doit consister dans cela, dans le rétablissement d'un débat politique qui soit républicain et qui soit objectif, parce qu'aujourd'hui, le débat politique au Gabon semble être monopolisé par les insulteurs et par les calomniateurs. Ça aussi, il faut le dire. Nous allons nous aborderons ce thème certainement dans une future émission, c'est à 3, dans ce cadre-là. J'espère être invité. Nous espérons que vous seriez disponible, mais je serais tentée de vous demander peut-être d'apporter votre conclusion, qui, je rappelle, depuis le début de cette émission, vous étiez en train de dire que la société civile ne peut pas être neutre en Afrique, c'est bien ça? Justement, Mademoiselle Koussou, parce qu'à côté de cela, je refuse de la rendre elliptique d'un élément qu'on a failli oublier, et je serais tombé malade si on l'avait fait, heureusement que j'en ai le temps de le faire, c'est l'instrumentalisation. La société civile est sujette à une éventuelle instrumentalisation. Et dans ce contexte, vous comprenez clairement, Mademoiselle Koussou, on a besoin de faire un dessin pour ça, que la neutralité qu'on pourrait, à tort ou à raison, c'est selon les conceptions des uns et des autres, accorder à la fameuse société civile, ne serait que dans des rêves. Ce serait de l'utopie pure. Et pour finir, je dirais clairement qu'en Afrique, et c'est tout l'intérêt de la posture qui était la mienne tout au long de ce débat, effectivement, Mademoiselle Koussou, la société civile en Afrique ne peut pas être neutre. Ne peut pas être neutre au regard des différentes questions qu'elle aborde, qui sont plus politiques. Même si on disait tantôt sur ce plateau que la politique s'invite dans les questions économiques, religieuses, etc. Justement, et là, je prends un élément rapidement pour dire vous avez le droit. Pour dire que la politique est une grosse matrice à l'intérieur de laquelle il existe des sous-matrices.
toutes les sous-matrices, telles que l'économie, j'ai cité la sociologie, j'ai cité un certain nombre d'éléments. Donc c'est un élément globalisant qui intègre tous ces éléments. Et elle ne peut pas faire sans. Parce que ça fera peut-être l'objet de... Je ne veux pas m'étendre longtemps parce que nous sommes en train de conclure. Ça fera l'objet peut-être d'un autre débat. Toutefois, vous restez contre le fait que la société civile s'appésantisse plus sur les questions politiques. En Afrique, le cas du Gabon, en Afrique et au Gabon, c'est le cas. Parce qu'au Gabon, rassurez-vous que certaines organisations de la société civile passent plus de temps à appeler à voter X ou Y qu'à traiter véritablement les problèmes des populations pour lesquels, en fait, elles sont censées être là. Vous avez le droit de conclure, M. Théophane. Oui, je vais conclure en disant simplement que, vous savez, soit nous parlons de faits, je vais le redire, soit nous parlons d'aspiration. Et je ne reprendrai pas le terme de neutralité, parce que j'ai expliqué pourquoi. Mais je parlerai davantage d'autonomie. L'autonomie de la société civile, elle est avérée ou pas. Il y a des cas qui démontrent de son caractère avéré, il y a d'autres cas qui militent pour son caractère non avéré. C'est toujours une aspiration, c'est comme la démocratie, vous savez. La démocratie, ce n'est pas une construction définitive, c'est toujours un long processus. Même dans les sociétés les plus avancées en la matière, on développe toujours la démocratie, il y a des avancées, il y a des reculs. Et donc, je conclurai en disant que la responsabilité de la société civile aujourd'hui doit être revalorisée. La société civile doit revaloriser en prenant position de manière objective, en portant cette conception républicaine à laquelle je faisais allusion dans ma précédente prise de parole, pour proposer cela aux Gabonais, pour dédramatiser le débat et pour remettre la priorité sur un ensemble de préoccupations qui ne sont pas toujours dans l'argumentation des hommes et des femmes politiques qui ont des argumentations politiciennes. C'est la fin de votre émission 7 à 3 axée sur le thème en Afrique, la société civile peut-elle rester neutre? Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7 à 3 en chiffres. Il y avait à ma gauche monsieur Arnaud Loïc Mambo qui lui est un ancien conseiller d'association jeunesse. C'est cela. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et à ma droite monsieur Théophane Junior Biogé Zamze qui lui est membre du collectif des jeunes visionnaires. En effet, c'est un plaisir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de votre émission, comme je le disais tantôt. C'est la plateforme du débat, c'est 7 à 3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.